On va parler, on va accueillir maintenant notre invité du soir, un de nos témoins du soir. C'est un grand animateur. Je crois, je le dis, c'est peut-être les plus gros formats qu'il y a eu en télévision en termes de divertissement avec Patrick Sébastien. Parce que... Et les plus grosses audiences. Exactement, et les plus grosses audiences. C'est incroyable. Il était avec nous ce soir. Applaudissements pour lui. Patrick Sabatier. Salut mon Patrick. Ça va mon Patrick. Ça va bien? Ça va bien? Ça va? Super bien. Patrick Sabatier qui est avec nous. Patrick, je le disais il y a un instant, je crois que la semaine dernière, je pense à toi. Et j'étais dans ma loge. Oui, encore une fois, j'étais dans ma loge et je parlais avec mes équipes. Et on parlait un petit peu des animateurs. Et je leur ai dit, je te jure que c'est vrai, tu pourras leur demander, je leur ai dit, le gars qui a fait quand même les plus grosses émissions de toute l'histoire de la télé pour moi et les plus gros formats, ça reste Patrick Sabatier. J'ai dit, c'est le numéro 1 pour moi du divertissement. Je le pense, hein, vraiment. En termes de format, en termes d'idées, en termes de succès, je te le dis. Et je leur ai dit, on était en train de faire un petit point sur les animateurs, tu vois. Et je disais, les mecs, Patrick Sabatier, il reste au-dessus des autres. Et c'est vrai que... Non, mais je le pense vraiment. Ah, si, Foucault avec Sacrée Soirée. Non, alors j'adore Jean-Pierre Foucault et je l'adore Jean-Pierre. Hein. Ouais. Et vraiment, tu le sais, c'est mon ami. Ouais, mais Patrick Sabatier, non, Sacrée Soirée, ça n'a rien à voir avec Avis de recherche, les Jeux de la vérité, les mecs, Porte-Bonheur. Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte. Il avait 4 ou 5 formats, c'était un truc de fou. Je vous le dis, on s'en est parlé la semaine dernière et on disait, qui est pour toi le... Bah, j'ai dit Patrick Sabatier, les mecs, on dira ce qu'on voudra. Number 1, je suis désolé, voilà, excuse-moi de te dire ça Patrick, voilà, mais bon, je te le dis. Ouais. J'ai bien fait de le dire, non, mais... Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent, de ce que je dis? C'est drôle parce que Patrick, pareil que toi évidemment, il n'y a rien à rajouter. On s'est rencontrés une fois dans mon bureau, dans le 15e, avec Pascal Bataille. On voulait voir Patrick Sabatier et ça faisait déjà 10 ans qu'il était out de la télé. On parle souvent de gens qui ont été des stars et qui sont en dépression justement, ou vont mal. Et moi j'ai rencontré un mec à ce moment-là, monsieur, pardon, j'étais hyper respectueux, etc. J'avais Patrick Sabatier dans mon bureau, quoi. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui était absolument pas en dépression, absolument pas mal, alors, sur le papier, peut-être qu'en vrai, dans sa vie privée, il était plus mal qu'on le croit. Et j'ai trouvé étonnamment serein. Tout à l'heure, tu disais, quand tu as arrêté TF1, t'as jamais été down. J'ai jamais été down. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est un maître, à mon sens, dans cet art-là, de rester philosophe malgré tout ça. Le mec, il peut pas bouger dans la rue sans se faire reconnaître, Patrick Sabatier. Il faut savoir ce que c'est. Et aujourd'hui, il écrit un bouquin. Vous l'avez dit récemment, Patrick, enfin, tu l'as dit, on se tutoie, je fais des signatures dans les librairies. Les gens savent parfois pas qui je suis. T'imagines le niveau... Non, c'est pas tellement les signatures. Voilà. Je raconte dans le livre à un moment donné que je reviens de Brive-la-Gaillarde, qui est un salon littéraire que tu connais, que vous connaissez. Oui. Et à un moment donné, dans le train, évidemment, il y a une contrôleuse qui doit avoir 30-35 ans, elle me demande mon billet. Donc je la regarde, elle me regarde, enfin je la regarde, elle me regarde, et là je m'aperçois que je suis totalement inconnu pour elle. Elle a 35 ans, c'est une autre génération. Ouais, tu dis je passe tous les radars. Oui, donc je passe, ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai mis la phrase de Simone Veil dans le bouquin, quand on a été une personne connue, il est extrêmement important d'aimer autant l'anonymat que la célébrité, c'est la seule façon d'être heureux. Dans nos métiers, j'ai écouté avant la dépression, juste avant tout ça, mais dans nos métiers, il faut toujours prévoir l'atterrissage, parce qu'on a des métiers à risque, c'est normal. Et moi, l'éducation que j'ai eue, je vais vous raconter une histoire. Allez-y, Patrick, avec plaisir. Je sais que tu as perdu ton papa, que je connaissais, parce qu'on a fait l'émission ensemble il y a peu de temps. Et j'allais de temps en temps, alors j'étais très connu, j'avais mes photos sur les culs de bus, enfin des 4x4 avec RTL, enfin bon, j'étais très connu. Et le dimanche, j'allais voir mes parents pour, vite fait, dans un petit pavillon de banlieue, leur dire bonjour, prendre un café, etc. Et mon père, quand il me raccompagnait à la porte du pavillon, me mettait la main sur l'épaule, je faisais 8h30, 11h sur RTL. Hein. Il y avait à peu près 6 millions d'auditeurs, 15 millions à la télévision. Et il me disait, tu feras attention de ne pas arriver en retard. J'ai été élevé là-dedans, moi. J'ai été élevé, la célébrité, ça ne va pas durer. Ton métier, tu vas le faire, mais ça va s'arrêter. Alors, je l'ai fait 1 an, ça va s'arrêter. Je l'ai fait 10 ans, ça va s'arrêter. Je l'ai fait 20 ans. L'an prochain, ça fera 50 ans. Ça s'est arrêté, c'est reparti, ça s'est arrêté, c'est reparti. Mais les métiers à risque, c'est normal. Je ne veux pas citer des gens importants, mais Belmondo, que j'ai longtemps interviewé, me disait, si on fait une carrière, il y a de la turbulence. Il y a des hauts et il y a des bas. Ceux qui ne font pas de carrière, ils connaissent toujours un haut et plus rien. Donc ça veut dire que, par exemple, quelqu'un comme Cyril, que je connais depuis longtemps, bah, c'est normal. Ça marche moins, ça marche plus fort, là, etc. Et en même temps, tu es là, tu t'accroches, parce que tu aimes ça. Voilà.
Merci Patrick Sabatier qui est avec nous. On va plein de choses à voir avec Patrick. Il vient nous parler de son nouveau roman intitulé Ne le dis surtout pas. Ne le dis surtout pas à Paul. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs pourquoi ne le dis surtout pas à Paul? C'est un roman. C'est le prolongement du premier livre qui s'appelle La Lettre, dans lequel j'ai découvert, enfin dans cette histoire, j'ai découvert un frère caché qu'on avait enlevé à ma mère, donc son fils, mon frère. On en avait parlé, Yves Verdès, à l'époque. Et donc dans le prolongement, je décide de ranger tout ça et je me pose d'ailleurs dans le premier chapitre la question pourquoi j'ai raconté tout ça. Ouais. On est toujours un petit peu gêné de raconter des histoires qui sont à la fois les vôtres et en même temps c'est des histoires qu'on doit garder au fond de soi. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on doit tout dire. Donc je me pose la question jusqu'au moment où je décide de ranger ma vie et je redécouvre, ce qui est vrai, une mallette, la mallette de ma mère, dans laquelle il y avait des photos d'elle, avec Julio Iglesias, parce qu'elle l'aimait bien, avec Trenet, parce que je lui avais présenté. Et ma femme me demande à ce moment-là allez, tu arrêtes, tu t'es consacré beaucoup à la télé, maintenant consacre-toi à toi, à moi, aux enfants, aux petits-enfants, et on arrête tout ça. Je lui dis d'accord, et au moment où je range la mallette, parce qu'on n'aime jamais ouvrir les choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartenaient à ceux qui ne sont plus là. Enfin, bon, on les a là, moi j'ai une cassette de mon père où il parle. Je n'ai jamais pu l'entendre. Ouais. J'ai jamais pu la réécouter. Alors, elle est sur mon bureau, elle est devant moi. Il y a sa voix, mais j'ose pas l'écouter. Là, dans la mallette, il y a une photo de classe de moi, de 3e B. C'est l'époque de 1965. Bon, je regarde la photo et j'avais 6 copains, ma bande, comme la tienne. Enfin, on se disait tout. On a fait des premiers flirts, les premières cigarettes, les premiers flippers, enfin, les premières conneries ensemble. Et bon, je dis, bon, allez, hop. En même temps, je dis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que eux, ils savent ce que je suis devenu, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, ma femme me dit, arrête, hein. Maintenant, tu te consacres à nous. D'accord, ok. Et au moment où la photo tombe, je reconnais l'écriture de ma mère, italienne d'origine, qui écrivait pas très bien. Ne le dis surtout pas à Paul. Et là, je dis, mais ça ne peut s'adresser qu'à l'un des 6, parce qu'on était toujours ensemble. Ils étaient à la maison, on était toujours ensemble. Et je décide, je dis à Suzanne, enfin ma femme dans le livre, qui est le 2e prénom d'Isabelle, ma vraie femme, je lui dis, laisse-moi 2 mois, je veux les retrouver, je veux savoir ce qu'ils sont devenus, et je veux surtout savoir à qui s'adresse, ne le dis surtout pas à Paul. Je vais le savoir en même temps que j'écris le livre. C'est incroyable. À la fin, je sais ce que ma mère m'a caché pour me préserver. Et c'est un truc... Elle a été malheureuse toute sa vie, et je m'en suis aperçu à ce moment-là. Incroyable. Et c'est pour ça qu'à la fin, je dis, toi, moi, vous, on pose toujours des tas de questions indiscrètes à des gens qu'on ne connaît pas en tant que journaliste, animateur, et on n'ose jamais poser des questions à ses parents. Moi, j'ai jamais posé des questions à ma mère, est-ce que tu es heureuse? Bien sûr. J'aurais dû le faire. Parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas, et après, c'est trop tard. Franchement, incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Alors, Patrick, j'aimerais qu'on revienne aussi, parce qu'on parlait de tous tes formats. Moi, il y a un format, voilà. Tout ce que tu as fait, c'était incroyable. Porte-bonheur, c'était incroyable. Avis de recherche, c'était incroyable. Bien sûr, le jeu de la vérité, c'était fou. J'aimerais qu'on revoie le jeu de la vérité, c'était avec Sophie Marceau. On a une image avec Sophie Marceau. C'était au tout début de sa carrière. Tu n'avais pas hésité à prendre sa défense face à des téléspectateurs pas hyper sympas. C'est devenu une séquence culte. Regardez. Nous sommes allés vous demander un autographe. Vous avez soufflé et après vous êtes parti en courant. Lorsque vous touchez votre cachet, avez-vous une même attitude? Je ne pense pas que vous ayez l'étoffe d'une grande comédienne, ni même sa beauté physique. Pour que la chance vous ait souri aussi vite, est-ce que vous avez couché avec tous les metteurs en scène? Persisterez-vous dans des films d'auteur, mais où manifestement vous n'avez rien à faire? Si vous permettez, monsieur, je demanderai à Sophie Marceau de ne pas répondre à ce genre de questions. Il y a aussi des limites à la décence, même quand on pose des questions. Et Patrick, il pouvait mettre un petit crocodile à l'antenne. Il y avait le droit à l'époque. C'était une autre époque. Oui, parce que je crois que c'est pas parce qu'on est une personne connue, que ce soit un acteur, un chanteur, un homme politique, qu'on doit tout au public. C'est pas vrai, ça. Il faut que le public soit respectueux, comme nous, on doit l'être du public. Et là, j'ai estimé que cet homme, dans l'anonymat du téléphone, était vulgaire. Elle a 17-18 ans, elle est fragile. Et je pense que notre rôle, en tant qu'intermédiaire, c'est de dire « Oh là !» Stop. On arrête maintenant. Je pense qu'il faut... Le mot le plus important, me semble-t-il, j'écoute et je regarde beaucoup votre émission et vous en parlez, c'est se respecter. Respecter la liberté de l'autre, respecter ses idées, respecter ce qu'il a envie de faire, mais que lui aussi soit vis-à-vis de quelqu'un qui vous respecte. Et là,
Je pense que, d'ailleurs, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, ça. Hein. Ah oui. C'est l'anonymat. C'est ça, exactement. On écrit n'importe quoi, on dit n'importe quoi, et débrouille-toi. Ça va pas pour moi. Il y a Alain Delon aussi, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Regardez, Alain Delon dans le jeu de la vérité. Comment un père peut-il poursuivre en justice son fils? Je crois que mon fils traverse un problème d'existence. Il a besoin de se trouver une identité et d'exister par lui-même. Il existe par lui-même, il existe parce qu'il a un caractère, parce qu'il a un tempérament, parce qu'il a une personnalité, parce qu'il a un cœur gros comme ça, comme celui de son père. Et son identité, il l'a. Ton père sera toujours là lorsque tu en auras besoin, il sera toujours là pour te pardonner. Mais surtout, n'attends pas son dernier soupir pour lui demander son pardon et comprendre, parce que tu risquerais de le regretter toute ta vie et d'en souffrir tout le restant de tes jours. Alors, Alain Delon, t'avais une relation incroyable avec Alain Delon. Mais c'est incroyable ce qu'il dit. Bien sûr. Écoute là maintenant. Bien sûr. Que Alain Delon n'est plus là. Je voudrais simplement vous dire que le jeu de la vérité a commencé par Alain Delon, premier invité, 11 janvier 1985, et le deuxième. Je l'ai défendu pour qu'il y aille. Il ne voulait pas le faire. Il n'avait pas confiance en lui. J'aimerais qu'il entende en ce moment tout ce qu'on dit de bien sur lui. C'était Michel Blanc. Mais Alain Delon, en mai 1984, je lui propose l'émission. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette émission? Ben voilà, on va supprimer les journalistes. On va directement donner la parole au public, comme tu fais. C'est très important. Et il me donne 24 heures. Au mois de mai, il me dit, d'accord, je le fais. Ça commence quand? 11 janvier 85. Je vends cette idée à Hervé Bourges, qui n'y croit pas un seul instant. Le patron de l'époque. Il n'y croit pas un seul instant. D'accord. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pas de nouvelles d'Alain Delon. Novembre, je dis, oh là là, moi je commence à flipper. J'appelle Alain Delon à l'occasion de son anniversaire, en lui disant, bon anniversaire, oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, on est bien d'accord, on est toujours bien d'accord. Là, Alain Delon fait Alain Delon. Quand Alain Delon dit oui, Alain Delon, bien, très bien, parfait. Il me demande de venir le chercher à l'aéroport de Roissy, car il habitait à l'étranger, le 10 janvier à 19h. Le 11 janvier, à l'heure pile, il était là. Il a toujours tenu sa parole. Nous sommes restés très proches jusqu'à la fin. Vous étiez très proche avec Alain. Très proche. Quand j'ai connu justement des moments difficiles, Alain Delon t'appelle, il t'écrit. Enfin, je veux dire, il y a des hommes pas bien, il y a des hommes formidables. Et ce métier... c'est formidable de rencontrer parce qu'on est un peu dégoûté. Hein. Il y a des gens qui sont... Et puis tout d'un coup, c'est comme au golf, pour les joueurs de golf, on a envie d'abandonner et puis c'est là qu'on tape la bonne balle. Là, on rencontre la bonne personne. Mais c'est vrai que tu étais aussi très pote avec Johnny, Johnny Hallyday, qui avait participé à une autre de tes émissions. C'était Avis de recherche. Le principe, c'est que tu prenais une photo de classe et on retrouvait tous les mecs qui étaient tous les ancêtres de tellement de formats. Les mecs et les filles qui étaient dans le... On est inspiré après. Ah, c'est ça. Mais c'est incroyable. Ça aussi, quelle idée. Comment t'as eu? C'est toi qui as eu l'idée, Patrick, de ça? J'étais avec un copain, je faisais déjà pas mal de randonnées. Et puis, dans la conversation, je dis avec ce copain qui était avec moi en classe, en fait, tu sais ce qui est devenu... Enfin, je ne vais pas dire le nom. Il doit être toujours lèche-cube, ni l'autre. Et tout d'un coup, je m'arrête, je fais... Dis donc. Je suis allé voir Jean-Luc Guillot, patron de l'époque, de TF1 Public. Et je lui ai dit, voilà, vous avez une photo, je lui ai vendu comme ça. Hein. Vous avez une photo de classe, il y en a un qui est connu, que sont devenus les autres? Ça s'appelle Avis de recherche. Et là, Jean-Louis Guillot, patron de l'époque, a fait quelque chose de formidable. Il a décroché son téléphone, il a appelé le directeur des variétés, Cyril, de l'époque, qui s'appelle Jean-Michel Epp. Il a fait, dis donc, Jean-Michel, j'ai monsieur... Monsieur comment? Pas du tout. Sabatier. Oui, d'accord. J'ai monsieur Sabatier qui va te proposer une idée. Et il dit la phrase qui lance ma carrière à son directeur des variétés. Je crois que tu vas la trouver bonne. Voilà. C'est incroyable. Et donc, Avis de recherche aidé. C'est le premier truc. Non, j'ai fait les visiteurs du mercredi avant. Ouais, mais le premier. En tant que producteur, Avis de recherche. C'est ça, Avis de recherche. Voilà. Regardez. Avis de recherche, Patrick Sabatier. Bonjour. Eh bien, Patrick n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Patrick. Johnny est... Il est beau. Bah voilà, comment tu vas? Je suis sûr que tu c'est un type qui est très... Oui, ce soir je sors. Tiens, tu veux ma veste? T'inquiète pas, je suis sûr qu'elle te va, j'en ai pris une plus grande. Vas-y. Voilà. Tu vois, regarde, ça te va bien. Ça te va bien? Oui, bon d'accord, bon bah reste assis comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Incroyable. Tu veux que je te dise, Patrick, quand je revois tout ça, je vais te dire, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire, mais il n'y a plus des énormes stars comme ça. Ouais. C'est le problème. Et je pense qu'aujourd'hui,
Tu vas le faire avec qui aujourd'hui Franchement, moi, qu'est-ce que je m'en fous de savoir un acteur d'aujourd'hui, les autres mecs de sa classe. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de stars. À l'époque, il y avait Coluche. Il y avait Gainsbourg. Gainsbourg aussi, tu l'as fait. Gainsbourg, Coluche, Tapi, Elton John. Bien sûr, le jeu de la vérité, tu l'as fait avec Gainsbourg. Tiens, j'ai un extrait aussi. Regardez Gainsbourg. Bah oui, tu vois, c'est vrai que t'avais un casting de fou. Regardez. Mon petit gars, je peux te dire, j'en ai tiré des gonzesses. Et puis des bolos. Hein. Un jour, j'étais sur une... Oh, puis des tas monstrueux, des gonzesses cubiques, des culs monstrueux. On dit en espagnol, on dit mucho jamón para dos huevos. Ça veut dire beaucoup de jambon pour 2 œufs, tu vois. Non mais Patrick, t'as confiance. Ça aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. On avait une vraie liberté. C'est ça qui est incroyable. Une vraie liberté. Les choses n'étaient pas mal interprétées. C'est ça. Ça reste des artistes. Il y a la liberté de l'artiste, la liberté de parole, la liberté de chaîne de télévision. Ouais. C'était pas repris surtout. C'est que tu faisais ton émission, elle passait, les gens la regardaient, les gens étaient venus pour la regarder, ils étaient contents. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Derrière, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bordel. C'est que derrière, ça reprend sur les réseaux sociaux et les gens réagissent parce que comme ça a fait un bad buzz, alors il faut qu'on prenne des sanctions parce que vous comprenez, ils l'ont dit sur Twitter. C'est ça qui fout le bordel. Les émissions, elles se déroulaient normalement avant. C'est incroyable. Est-ce que, Patrick, à un moment, tu t'es dit... Parce que c'est vrai que tu avais combien d'émissions? Tu étais en prime time toutes les semaines sur TF1? Tous les vendredis soirs pendant un peu plus de 10 ans. Exactement. Tous les vendredis soirs, c'était... Et le matin à RTL. C'était le carton d'audience. Hein. Tu faisais combien à peu près, en moyenne? 7. Non. Plus. 15 millions. Bien sûr. Un match de foot aujourd'hui. Oui, on faisait 15. Les mauvais jeux de la vérité, par exemple... Alice Sapritch, qui n'avait pas trop bien marché, 12. On était à 13 millions. Non, oui, ça, mais Elton John, pas bien, 13 millions aussi. Sardou, 17 millions. C'est quoi le record? C'est Sardou? Non, c'est Patrick Sébastien avec le Grand Bluff, 19 millions. Non, je sais. Alors le mien, je pense qu'on était aux alentours de le record 17 millions, 18 millions. 17-18 millions. Ouais, je disais à Patrick Sébastien, Patrick Sabatier. C'est les deux qui ont fait des formats incroyables comme ça. Hein. Et quoi, 17-18 millions, c'était avec qui, tu sais ou pas? Je ne me rappelle plus. Delon, il nous a beaucoup aidé. Coluche, le jeu de la vérité de Coluche. Coluche à Cannes. Le premier jeu de la vérité de Coluche à Cannes. Ouais. La séance officielle du cinéma à Cannes était désertée car les cinéphiles regardaient Coluche à la télévision ou au Palm Beach où nous étions. C'était incroyable. Non, mais ce qui était surtout important dans le jeu de la vérité, c'était on commençait à l'époque à 20h40 après les pubs, donc ça commençait tôt. Et moi, je m'isolais avec l'invité que je ne voyais jamais avant 20h15. Donc j'allais dans sa loge, le voir à 20h15. Bonjour. Et on se mettait tous les deux. Il n'y avait plus de maquilleuse, plus de coiffeur, etc. Et on était en coulisses et on entendait évidemment, comme tu entends, 10 secondes l'antenne, 5, 4. Bon. Et là, on était seuls. Et je pourrais écrire un livre de ce qui s'est passé entre nous. Je dis simplement Delon parce que Delon, pour moi, était et est un homme merveilleux. C'était le premier, le 11 janvier, les 20h32, on est tous les deux. Et moi, je suis petit animateur quand même. C'est eux les stars. Sans eux, on n'est rien. J'ai quand même Delon en face de moi. J'ai le Guépard. Tu vois, c'est ce que tu dis là. Sans eux, on n'était rien. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'invités pour faire des sports en télé. C'est ça qui est fou. Et il me prend comme ça. Il me prend par le cou, puis il fait « On ne peut pas rater, on va réussir ». Rien que ça, quand Alain Delon vous dit ça, on se dit « C'est vrai, je dois être à la hauteur ». Et Coluche, la demi-heure que j'ai passée avec Coluche, qui était tout sauf drôle à ce moment-là, et qui avait peur. Mais je ne savais pas l'histoire des jokers qu'il allait employer. Je ne savais pas, je ne savais rien de ce qu'il allait faire. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 jokers dans l'émission. Et Coluche, dès les 2 premières questions, a dit « Joker, comme ça je répondrai à tout, il n'y aura pas de joker ». Voilà. Et puis même, quand il lui a posé la question à l'époque sur l'homosexualité, est-ce que vous avez eu des expériences? Donc tout le monde se taisait un petit peu, et tout d'un coup, je le vois faire. Il est à côté de moi, il fait... Ouais, un petit peu. Incroyable. C'est incroyable. Le Luron, je raconte quelque chose à propos de Thierry, parce que Thierry Le Luron, c'est incroyable. Je vais voir Thierry Le Luron à l'hôtel de Crillon. On prend un petit déjeuner ensemble, et c'est dans le livre, et je le convainc de faire le jeu de la vérité. Donc on est d'accord, je ferai le jeu de la vérité, etc. On reste 1 heure ensemble. Je sors de l'hôtel, je prends ma voiture, tout d'un coup je vois Thierry qui court après la voiture, qui fait... Et il tape sur le carreau. Donc je baisse la vitre, je fais « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Je le ferai pas ». Je dis « Mais attends,
attends, ça fait 1 heure qu'on parle. Et là, il me dit la phrase qui a clos le débat, je ne veux pas que ma mère l'apprenne par la télé. Incroyable. Donc, incroyable. Ça aussi, c'est dans le livre parce que ces moments-là privilégiés, j'ai voulu les partager. Incroyable. Patrick, on est très heureux de t'avoir avec nous. Vraiment très heureux et vraiment on se régale avec toi depuis le début. Pascal, vous connaissez pas Patrick Sabatier? Non. Non, pas du tout. Non, mais c'est impressionnant à voir, à écouter et tout, j'aime beaucoup. C'est vrai? Ah, vraiment? Ouais. Quoi, il vous impressionne quand même. Vous savez que c'est le plus grand animateur de divertissement, peut-être en France, je le dis avec Patrick Sabatier, avec Patrick Sébastien, peut-être de tous les temps. Hein. Voilà. Ça vous fait quelque chose? Ah oui, c'est super intéressant. Et en plus, il était très, très beau quand il était jeune. Bah, il est toujours beau. C'est un beau compliment. C'est un beau compliment. Il est toujours beau. Ça, au moins. Justement, on en parlait avec Laurent. Tu avais une question à lui poser. Bah, pose-lui. Ah non, mais parce que je pense que tous les gens qui regardent la télé ce soir se disent la même chose. Mais quelle fraîcheur, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ton âge. Mais tu dis, mais je signe tout de suite pour être comme lui. C'est quoi ton secret? Tu signes tout de suite pour être comme moi à 73 ans. Oui. On va le dire, parce qu'il n'y a pas à se cacher. Mais c'est quoi ton secret? C'est comme ça. C'est quoi ton secret? J'ai pas de secret. Non, franchement, je fais pas plus de sport que ça. Ah ouais? Je marche beaucoup parce que j'adore ça. Et depuis longtemps, j'ai arrêté le sport parce que j'avais des problèmes de genoux, donc voilà. Et puis surtout, mon secret, c'est que j'ai un équilibre familial formidable. Et ça, je ne suis pas seul. On est une équipe. Isabelle m'accompagne depuis 40 ans. C'est vrai quoi, toi, c'est vrai que ça fait 40 ans que tu es marié. 42 même. Fou, j'ai des enfants que j'adore et qui me le rendent bien. J'ai des petits-enfants. Pour moi, aujourd'hui, quand je me suis posé la question, je vais vous faire une confidence, tu dois le savoir, j'ai encore des propositions, beaucoup moins qu'avant, hein, mais j'en ai encore. Et la plupart du temps, je refuse. Non pas parce que je dis c'est pas bien. J'ai un équilibre très important aujourd'hui dans ma famille et à 73 ans, même si j'espère avoir beaucoup de temps, j'en ai moins qu'à 50, hein, c'est sûr. Donc je me dis, à qui je vais consacrer mon temps? À la radio? À la télé? Au public? Ou à ma femme? À mes enfants? À mes petits-enfants? Le choix est fait. Le choix est fait. J'ai beaucoup servi. J'ai eu une vie passionnante. Alors, on a tous simplement un point commun, là, c'est qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir d'ailleurs. Mais ce que j'ai envie de vivre, c'est avec les miens. Ça, c'est sûr. Bravo. Alors, dans ton roman, le héros s'appelle Paul Saron. Ce serait, voilà, comme tu nous l'as dit. Oui, voilà. c'est moi, c'est double romanesque. Oui. Oui. Pourquoi tu as choisi ce... Saron, c'est une ville où est enterré mon grand-père. C'est ça, Paul Saron, donc qui est un célèbre animateur télé. Et c'est vrai qu'il y a un passage dans ton livre qui nous a fait réagir. C'est la télé, ce monstre formidable qui vous avale, vous fait, vous défait, vous façonne, vous transforme, vous embellit, vous détruit, vous fait phénix parfois. Que reste-t-il de ce jeune homme passionné après toutes ces années de notoriété extravagante? Ben oui, c'est extravagant quand on est devant 15 millions de personnes. On n'est plus totalement pareil. Mais même toi, ta vie, elle a changé. Quand tu sors dans la rue, ah, monsieur Hanouna, ah, Cyril. Enfin, heureusement, généralement, les gens qui ne nous aiment pas ne nous interpellent pas. Vrai. Hein, ils changent de trottoir. Donc c'est plutôt ça. C'est vrai, il a raison, c'est vrai. Nous, évidemment, on se présente devant des gens. On n'est plus tout à fait des gens normaux, comme un président qui se voulait normal. Ça n'existe pas. Ouais. Et donc, sa vie, elle a un petit peu changé. Moi, j'ai toujours voulu essayer de vivre parce que je viens d'un milieu extrêmement simple. Donc, je voulais vivre simplement. Donc, j'ai continué à faire les courses, enfin, j'ai continué tout ça. Il y a une fois, d'ailleurs, ça m'a joué des tours parce que j'étais sur une plage dans le sud de la France. C'était au début, en plus, de la liaison que j'avais avec Isabelle. On s'est baigné tard le soir, vers 7 heures, sur cette île de Porquerolles, et on s'est baigné nus. Voilà, on était très jeunes et encore, on pouvait se montrer nus, Polka, tu vois. Ça serait plus aujourd'hui. Et tout d'un coup, en revenant sur la plage, il y a un enfant qui a dit « Maman, Patrick Sabatier !» Là, j'ai dit « C'est les limites de la notoriété ». J'ai vite couru près de la serviette, etc. Mais si ce n'est ça, franchement, c'est formidable d'être célèbre. Si on le vit bien, on est bien accueillis, les gens sont sympas avec vous. J'entendais tout à l'heure se plaindre, pas se plaindre.
Évidemment qu'on ne peut pas se plaindre. Moi, les artistes qui me disent « Oh, c'est très compliqué, c'est très difficile », mais il faut autre chose. Faut autre chose. On fait un truc formidable. Tu as un rêve, tu le fais. Les gens sont là, ils te regardent. Ne te plains pas dans la rue si on t'interrompt pour te demander un autographe. Ou un selfie maintenant. Et les gens sont tellement gentils. Mais puis c'est normal, c'est normal. Ou alors, il faut changer de métier. Donc moi, j'ai une vie rêvée. Je voulais faire ça quand j'avais 14 ans. Comme toi, on en a souvent parlé. Je faisais de la radio dans la cave de mes parents, à côté de la soute à charbon. J'ai fait de la radio sur la plus grande radio de France, RTL, aux meilleurs horaires. Qu'est-ce que je vais demander de plus? Rien. Alors, on sait, hein, voilà, on a parlé d'RTL, de TF1. Ça s'est arrêté comment sur TF1? TF1, ça s'est arrêté en 1995. J'avais reçu un mage et puis ça s'était mal passé. Et mon contrat de RTL se terminait à ce moment-là. Donc voilà. Donc il y a eu quelques années de galère, mais comme je le disais, les hauts et les bas, les turbulences, c'est normal. Est-ce que je peux te poser une question que je t'ai jamais posée? Il y a une anecdote qu'on m'a racontée, je voulais savoir si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que le jour où tu as appris que tu allais quitter TF1, tu allais manger chez Jean-Pierre Foucault? Oui. Il paraît. Oui, c'est vrai. Cette histoire ou pas? C'est vrai, on avait un déjeuner ou un dîner. Un dîner, je crois, chez Jean-Pierre. Oui, avec Gérard Louvain. Exactement. Absolument. Et il paraît que tu as dit à Jean-Pierre en partant, à un moment, je crois qu'il te raccompagne, et tu lui dis TF1, c'est fini pour Ah oui, non. C'est-à-dire que c'était pas encore totalement sûr. Mais je dis à Jean-Pierre, qui est vraiment un type formidable, beaucoup Foucault, je lui fais, ça sent mauvais. Ouais. Je pense que je suis pas sûr de revenir demain. Ouais. Voilà, et on en a. Mais je pense que lui, il le savait peut-être avant moi même. Ah ouais. Alors, tu veux que je te dise, il le savait pas. Elle ne le savait pas? Je te le dis, il le savait pas. Ah ouais, je te le dis, Jean-Pierre, on a là longtemps parlé. Il le savait pas parce qu'il pensait que tu lui avais appris. Et il m'a dit, et je te le dis. Mais moi, je ne le savais pas non plus. Mais je m'en doutais, tu sais, dans nos métiers, on s'en doute. On se dit, oh, ça sent mauvais, etc. Voilà. Ouais. Mais Jean-Pierre ne le savait pas. Ah, bah tiens, apparemment, t'es viré. C'est Jean-Pierre Foucault. Non, parce quelle bataille, je pense, pour l'émission de jeudi. Non, mais je pense que dans nos métiers, on parlait tout à l'heure un petit peu de sagesse, il faut accepter tout ça. Il faut accepter les hauts et les bas. Non, mais clairement, et avec le recul, je le dis d'autant plus avec le recul, moi, mon éducation a été fondatrice. C'est-à-dire que ça a été, et c'est pour ça, l'éducation des enfants, des adolescents, c'est fondateur. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Moi, on m'a vraiment appris, puisque j'avais des parents qui vivaient du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter, que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et qu'on ne pouvait pas demander tout, sans à un moment donné payer le prix. Donc, bon, ça a fait partie du parcours, mais je l'ai plutôt pas mal vécu. Et là encore, parce que entouré d'une façon formidable. Qui te l'a dit? TF1? Oui. C'était le lait, Moujotte. Le lait Moujotte, donc les patrons de TF1 à l'époque, ils t'ont dit quoi? Parce que comment... On me dit on va s'arrêter pendant 3 mois parce que ça sent le foin. Ah ouais? On va s'arrêter 3 mois, on reprendra un peu plus tard. J'ai repris beaucoup plus tard. Mais je comprends, vous savez, enfin, c'est pas à toi que je vais expliquer, je vous l'explique peut-être à vous. Les patrons sont extrêmement pragmatiques. C'est leur boulot, quoi. On est, même si on est des pions de luxe, on est quand même... Pas mal, ça. Voilà, il y a un moment donné, tiens, il fait plus d'audience, tiens, les études sont moins bonnes, tiens, il plaît moins à la ménagère, tiens, ceci. Je parle pas de moi en général, je parle en général. Bon, et les gens qui nous disent, oh, monsieur Attel, je peux avoir un autographe, eux, ils ne demandent pas, on peut avoir un autographe de notre animateur. Bon, allez, lui, on va le mettre un petit peu au placard. L'autre, tu l'as vu, l'autre a fait pas assez d'audience. On la dégage, ils parlent de nous comme ça. Et eux-mêmes, d'ailleurs, un jour, ils ont un patron au-dessus d'eux qui fait « Bon, alors lui, il n'a pas fait le chiffre. Hop, c'est la vie. Tout le monde est mangé par au-dessus. » Voilà, il y a jamais... Donc, le tout, c'est de le savoir... Mais le tout, c'est de le savoir tranquille. Sinon, on ne fait plus rien. On se dit « Bon, alors, j'ai pas d'amis parce que le jour où je les perds, je serai malheureux. J'ai pas de femme parce que le jour où elle partira, je serai mal. » Non, c'est le risque de la vie. La vie, il faut la prendre telle qu'elle vient. Et je dis, la chose qui est la plus formidable, c'est qu'on ne sait pas ce qui va vous arriver. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier dont je rêvais, je ne me voyais pas dans une émission de télévision avec Cyril Hanouna en disant, en 2025, ça fera 50 ans. Franchement, alors je ne me voyais pas. Mais je vais même plus loin. Quand on se marie et qu'on dit oui pour la vie, on ne sait pas. Allez, regardez Benaïm. Non, mais
Non mais on ne sait pas. On a envie. On a envie. C'est un souhait. Elle avait envie. Mais qui peut prédire l'avenir? Qui peut même plus loin, qui peut prévoir comment il va réagir devant telle ou telle situation? Qui peut le prévoir? Il y a des fois, parfois, pardonnez-moi, des gens qu'on estime faibles, et on les voit extrêmement forts face à une disparition, etc. Tout d'un coup, on se dit, oh, il va ou elle va s'écrouler, et c'est le contraire. Et ceux qui font les gros bras, tout d'un coup, ils coulent. On ne sait jamais comment on va vivre. Ah, Raymond. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais qu'on fasse comme un mini-jeu de la vérité avec Patrick, ce qu'il est là. C'est un bonheur de l'entendre parler, Patrick. Vous avez vu? Franchement, vous le connaissez, vous, Patrick Sabatier? Oui, parce que j'ai des parents qui vous ont beaucoup regardé et donc qui m'ont déjà montré des extraits de certains de vos émissions. Il y avait des émissions incroyables. On a l'impression que c'est vraiment un autre temps. Et par rapport à ce qu'on disait sur les stars qui sont un peu destarifiées, surtout à cause des réseaux, aujourd'hui, si vous pouviez refaire un jeu de la vérité avec une personnalité actuelle, est-ce qu'il y en a qui vous intéresseraient? Je pense que ceux qui seraient très intéressants ne viendraient pas. Il y a 5 grandes stars en France. Hein. Ah oui. Enfin, 5 mecs qui feraient le jeu de la vérité, qui seraient forts. Hein. Mbappé, je pense. Non, mais par exemple, parce que je sais que tu l'aimes bien, moi je le connais très peu, je l'ai interviewé à Europe 1, j'aurais bien aimé passer une heure avec Stéphane Plaza. Ah oui, bien sûr, fort. Ah oui, je l'adore. Tiens, il t'arrive des choses, comment tu le vis, etc. Pour avoir sa version, et aussi avoir la version des téléspectateurs. Car le jeu de la vérité, c'était pas forcément d'écouter, c'était celui qui répondait, c'est d'écouter les questions. Oui. Les questions, c'est-à-dire, on parle souvent d'être, et on parle souvent, proche des gens. Nous, les animateurs, on n'est pas des stars. On doit être proche des gens. On doit être dans la rue. Moi, mon père, il était marchand de 4 saisons. Donc j'ai été élevé dans la rue, à côté de sa petite voiture. Quand j'entends Raymond qui parle de ses livraisons, etc., moi, j'ai connu tout ça. Quand on fait de la bonne télévision, c'est pas pour avoir un bureau au 5e étage. Là, on est patron. Nous, on n'est pas patron. On doit être dans la rue, à l'écoute des gens, les sentir. Moi, toutes les émissions que j'ai essayé de trouver, c'est parce que j'écoutais les gens. Je les écoutais. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le jeu de la vérité, il y a Plaza, bonne idée. Mbappé, fort. Alors Mbappé ne viendra pas? Ouais. Vous? Bonne idée. Cyril Hanouna? Oui, mais grave. Évidemment. Grave. Cyril Hanouna. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Tu sais quoi, il faut faire une spéciale, une fois, pour voir. Depardieu. Oui, mais Depardieu ne viendra pas. il viendra pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Les acteurs actuels, chanteurs, tu t'en fous, en fait. En France, il a raison, tu vois, tu prends Stéphane parce que voilà, il a une histoire. Tu vois, t'as envie d'avoir... En fait, ça serait plus court, en fait. Je pense que, et puis vous oubliez juste que les chiffres qu'on a dit tout à l'heure, 15, 16, 17 millions, c'est une époque, appelons-le quand même, juste pour les plus jeunes, où il y avait 3 chaînes de télé. Et pardon. Alors moi je pense, hein, alors moi je te le dis. Laisse-moi dire juste ce que je voulais dire. Non, juste pour Laurent, pour te dire, après tu fais venir. Juste, Laurent, moi je te dis qu'aujourd'hui, tu mets sur TF1 Patrick Sabatier avec le casting, tu fais moi. Tu fais 5-6 millions. T'as Mbappé. Et moi, je te dis que tu fais 7 millions. Oui, mais t'as raison. 7 millions. Mais on rappelle juste qu'aussi, c'est la décennie, Mbappé, 7 millions. où les gens, il y avait de la télé qui commençait à s'installer dans tous les foyers. Enfin, pardon, ça compte. C'était le vrai spectacle. De Vendredi soir, il n'y a personne qui manquait Patrick Sabatier. Moi, je pense Kylian Mbappé, c'est 8. Le casting qu'il a dit, là, Kylian Mbappé, Plaza. Oui. Et comment tu les convaincs? Par exemple, comment tu les... Non, moi, je ne les convainc pas, je sais qu'ils ne viennent pas. Mais je sais, Mbappé, sa maman qui s'en occupe dira non. Depardieu, il a tout intérêt à dire non. Il a tout intérêt à dire non. Faut également respecter. Je suis sûr que Stéphane le fait. Stéphane, peut-être, oui. Voilà. Et c'est pas le même niveau quand même. Voilà, mais c'est Depardieu, Mbappé. J'adore les deux. Vous avez fait glisser Stéphane Plaza au plein milieu. On n'est pas sur le même niveau de notoriété quand même. Cela dit, quand j'avais convaincu, je le dis parce que je voudrais lui rendre hommage, quand j'avais convaincu Michel Blanc de venir, la chaîne ne le souhaitait pas. C'est un faible pour le... La chaîne ne le souhaitait pas. Et j'ai assisté auprès de Michel, parce qu'il y avait eu les bronzés, mais on se connaissait, et j'étais persuadé qu'il avait des choses à dire et le public de le découvrir. Et là encore, aujourd'hui, je suis très troublé parce qu'on s'est connus jusqu'au bout, et je me dis que si jamais il pouvait entendre tout le bien qu'on dit de lui, ça le rassurait au moins une fois dans sa vie. Oui, Gilles Verdez. Oui, vous évoquiez tout à l'heure la réception d'un mage. Vous avez reçu un mage qui prétendait guérir le cancer et le sida à l'époque. Ça vous avait valu beaucoup de problèmes, il y avait une accusation d'escroquerie. Est-ce que vous regrettez ça? Est-ce qu'à un moment, vous êtes allé un peu trop loin dans les gens que vous receviez, peut-être grisé par le succès, je sais pas? Non, pas du tout. C'était une séquence qui passait à 23h25, qui durait 5 minutes. Franchement, je me suis toujours... D'ailleurs,
j'ai été allé jusqu'au bout. J'ai été totalement blanchi, relaxé. Je me suis toujours conduit d'une façon très honnête. Et vraiment, c'était une émission qui s'appelait Si on se disait tout. Chacun, d'ailleurs comme ici, pouvait dire des choses. Peut-être ce qu'il aurait fallu, c'est avoir une contrepartie pour le contrer, mais beaucoup d'émissions le faisaient sans ça. Non, je crois que ce que j'ai fait, c'est... Vous savez, j'ai une grande fierté. Je ne change jamais de trottoir quand je rencontre quelqu'un que j'ai invité. Jamais. Valérie Benaïm. Dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ou tu dis « je referai à l'identique tout ce que j'ai pu faire » Aussi bien je t'ai dit que je ne connais pas l'avenir, je ne refais jamais le passé. Je ne me pose pas ce genre de questions. Je te le dis franchement, j'ai fait, ce qui est fait est fait. Je peux te dire que jamais je n'ai regardé une de mes émissions. Ah, tu n'as Jamais, je ne me regarde pas à la télé. Pourquoi? Je ne m'écoute pas là, parce que c'est le comble du nombrilisme. Oui, Gilles. Vous avez connu la gloire, donc là on en parlait, l'éviction, la traversée du désert. Est-ce que tout le monde vous a abandonné ou est-ce que certains sont restés fidèles? Pas du tout. Ceux qui m'ont abandonné, normal. On fait gagner du temps. Normal. Pas de surprise. Ouais. Ceux qui m'ont soutenu, extraordinaire. Des gens auxquels je ne m'attendais pas du tout. Puis vous savez, la traversée du désert a été assez courte, j'ai rencontré beaucoup d'oasis. Il y a quand même un mystère sur l'arrêt. Pardon, mais moi, je peux expliquer, par exemple, pourquoi en 2008, mon émission qui fait 3,5 millions, les mêmes, le Moujotte et le lait décident abruptement un jour d'arrêter. Je peux comprendre, je peux expliquer. Toi, je trouve qu'à l'époque, quand on a vécu ça, on comprenait moins. Parce qu'il parlait du mage il y a un instant. Gilles, on a l'impression que c'est un prétexte. Voilà, Alors, je ne vais pas juger cette période, mais je comprends votre réaction. Est-ce qu'il n'y a pas un système... Je vais aller plus loin dans la question, pour être plus cash. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, je dis la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un système Sabatier qui agaçait TF1 aussi? Un côté un peu, le mec, c'est un état dans l'état. Mais nous étions 4. Lundi, Drucker. Mercredi, Foucault. Samedi, Sébastien. Vendredi, Sabatier. Donc nous, enfin Sabatier, je parle comme de long. Voilà, c'est-à-dire qu'on était en concurrence les uns les autres. Les patrons, ils jouaient sur tous les tableaux. Il y en a un qui va tomber. Il y en a un qu'on peut peut-être essayer de faire tomber plus facilement. C'est la vie des médias. C'est la vie des médias privés. Mais quand Étienne te dit, on va te mettre Étienne Moujotte, pardon, patron des programmes, te dit, on va te mettre de côté pendant 3 mois, on va te mettre au repos 3 mois. Tu as cru? Et pourquoi? Non. 3 mois? Non. T'as pas cru? Je croyais 6 mois. Monsieur, oui, Gilles. Mais Patrick, avant la question que je vais vous poser, je précise que j'ai dévoré votre roman, qui est incroyable comme le premier. Mais néanmoins, à l'époque, quand vous êtes écarté, il y a l'affaire du mage. On parle d'une affaire de fraude fiscale. Est-ce que vous n'avez... Blanchi également. Voilà. Mais non, mais à l'époque, on parle de ça. Oui, mais moi je pense que c'était des prétextes. C'est parce que bien sûr, je suis quelqu'un. Vous savez, à un moment donné, est-ce qu'ils ont considéré que vous étiez sulfureux ou est-ce qu'ils ont pris appui sur ça pour relayer ce que dit Cyril sur le prétexte pour vous écarter? Regardez ce qui arrive de temps en temps à votre patron. Bien sûr. Parce qu'il est célèbre, parce qu'il est connu, parce qu'il fait de l'audience. Regardez tout ce qu'il reçoit dans la tête, toutes les critiques. Exactement. Et vous ne pensez pas qu'on a étudié les comptes des sociétés de M. Hanouna pour savoir s'il n'y a pas un truc qui ne va pas? Bien sûr. Étudier, c'est une chose. Condamner, c'en est une autre. Dans les deux cas, il a jamais... c'est clair. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que Patrick, parce qu'on c'est vrai qu'on se dit, il aurait pu encore... Ah oui. On a l'impression que c'est des prétextes, des alibis et qu'à un moment vous gêniez. Il ne faut pas le vivre comme ça. Parce oui, mais que alors sinon... pourquoi? Je pense que nous étions beaucoup. Mais quand on me parlait, parce que je parlais de Patrick tout à l'heure, Patrick c'était un animateur et des concepts aussi. Par exemple, Michel Drucker, c'est vrai qu'on vient voir Michel Drucker. Ouais. Michel, c'est un monstre. Voilà, on vient voir Michel Drucker parce que c'est un monstre. Quoi qu'il fasse, Michel, voilà, on se dit on va voir Michel Drucker. Patrick, c'était un animateur, mais aussi des idées incroyables. Parce que tu venais voir Patrick, mais tu venais voir aussi le concept qui était, à chaque fois, il avait des idées de fou. Mentalement, on sait que ta femme a été très importante dans ta vie, tu l'as déjà dit, tu l'as redit ce soir. Comment on fait pour être tout le temps heureux? On parlait tout à l'heure de dépression. Comment tu as fait pour être heureux après tout ça, après ce gros succès? Mais je viens d'un milieu, je parle aussi en regardant Raymond, je viens d'un milieu populaire très, très simple, où on comptait l'argent pour finir le mois. Tout ce que j'ai vécu depuis le premier jour a été un plus. Exactement. Alors, je ne peux pas me plaindre. Vis-à-vis de mes parents qui ne sont plus là, mais qui me regardent peut-être, j'ai réussi. On en demande toujours trop. Si on se contentait un petit peu de ce que l'on a, ce serait déjà pas mal. On est toujours en train de courir après quoi? Après quoi? On se demande. Mais attends, calme-toi, Coco.
Calme-toi. Tu es en bonne santé. Moi, à partir de mon âge, les mauvaises nouvelles ne viennent pas du banquier, elles viennent du docteur. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une bonne phrase, ça. Non, mais enfin, franchement. incroyable. Et puis moi, j'ai jamais essayé. Et ça, merci encore à mes parents. Et à la fin. Je veux dire que pour mes parents, j'ai jamais été célèbre. Hein. Mais ils s'en fichaient, mais totalement. Mais tu ranges ton assiette et tu plies ta serviette. Ça, c'était. Voilà. Et puis, point barre. Donc, un mot, j'ai jamais essayé d'être meilleur que les autres. On m'a appris simplement à être meilleur qu'hier. À m'améliorer, moi, tous les jours, à se sentir bien dans sa peau. Parce que je crois beaucoup, comme je marche, je pense, je fais de la randonnée, tout ça, on est et a été seul, et on meurt seul. Absolument. On a intérêt à être d'accord avec soi-même. C'est le plus important pour la descente. C'est le plus important. C'est pas les autres. Les autres, ils vont vous parler de vous. Jacques Martin était un ami. Il est mort comme un malheureux. On a parlé de lui pendant un quart d'heure. Il a fait les journaux pendant 48 heures. Exactement. Terminé, au revoir. Merci. Donc on n'est rien. Exactement. Rien du tout. Merci Patrick Sabatier d'avoir été avec nous. Patrick Sabatier ne le dit surtout pas, Paul. Merci à vous. On se retrouve demain, bien entendu, dans Face à Nuit. Merci Patrick. Bravo Patrick.